des infos et du sport. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Alexandra Val, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Chambre des métiers de Guyane. Vous sortez, je crois, d'une visioconférence avec Paris. Alors nous prenons l'antenne maintenant et nous nous en excusons, nous présentons nos excuses au public, mais les événements vont très vite, et notamment, et bien entendu, c'est en raison de la lutte contre le coronavirus qui impose un rythme infernal à tout le monde, aux médias, mais bien entendu à toutes les organisations, à tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire l'ensemble de la société. Alors, Alexandra Val, aujourd'hui, le thème est de savoir quelles sont les implications du coronavirus sur l'organisation des socioprofessionnels. La société, bien entendu, est concernée et on décline le dispositif gouvernemental, mais celui-ci évolue heure après heure. C'est ce dont on se rend compte aujourd'hui. Maintenant, Alexandra Val, pouvez-vous nous dire quelles sont les dispositions, s'il y a un plan du secteur artisanal concernant la communauté des artisans de Guyane? Alors, merci de nous laisser cet espace pour pouvoir justement donner des informations. En effet, nous sommes depuis vendredi en contact avec à la fois CMA France, qui est notre tête de pont nationale, mais aussi avec bien sûr Bruno Le Maire et ses équipes. Évidemment, nous avons tout de suite réagi à l'annonce du président de la République et aux annonces du Premier ministre. Nous avons tout de suite réagi pour mesurer les impacts sur le monde économique de l'artisanal en Guyane. Et effectivement, Bruno Le Maire va nous missionner dans quelques heures pour être en soutien total avec le monde de l'artisanat, soutien total de l'activité, et pour permettre de passer cette crise aux artisans dans les meilleures conditions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, excusez-moi, Alexandra, vous n'êtes pas en face à face, donc c'est un peu compliqué, mais ces mesures ont été prises, mais on attend aussi une intervention du président de la République à 20h, c'est-à-dire ce sera 15h en Guyane. Pensez-vous que les mesures que vous allez évoquer là seront pérennes, ou est-ce qu'elles ne sont pas susceptibles de changer là aussi d'heure en heure? Alors, les mesures d'accompagnement et de soutien financier ne vont pas évoluer. Elles sont enrichies au fur et à mesure des négociations que les syndicats socioprofessionnels ont avec Bruno Le Maire et ses équipes. En revanche, ce qui va évoluer, c'est simplement, et ça, il faut que tout le monde en soit conscient, mais je pense que la Guyane aujourd'hui l'a compris, nous ne pourrons pas, par exemple, dans les heures qui arrivent, maintenir l'ouverture au public tel que nous le faisons, l'accueil physique sur nos sites. Ça va certainement évoluer. Pour l'instant, c'est le cas. Nous avons toujours nos antennes ouvertes jusqu'à, on va dire, en milieu d'après-midi au mieux. Mais très simplement, comme nous l'avons fait la semaine dernière, puisque nous avons fermé aux apprentis l'accès au centre de formation des apprentis de la zone Galmo, il est probable que dans les heures qui viennent, nous allons annoncer que nous ne pourrons plus accueillir physiquement du public, mais nous tiendrons toujours par le biais d'un numéro vert, une permanence téléphonique et également par voie numérique, un lien avec l'ensemble du monde économique artisanal pour pouvoir apporter donc les réponses et surtout les informer des mesures de soutien de l'activité et des soutiens économiques et financiers. Madame Val, à propos des sites que vous évoquez, voulez-vous nous indiquer, précisément, si ça concerne l'ensemble de la Guyane et quel lieu? Nous avons, comme vous le savez, d'ores et déjà 3 sites. Saint-Laurent-du-Maroni, une antenne. Ensuite, nous avons le site du centre de formation des apprentis qui se trouve à Cayenne, zone Galmo. Et nous avons la maison des entreprises qui se trouve à Cayenne. Et qu'en est-il du passage? Oui. Allez-y. Donc,
Donc le site du CFA, je le rappelle, ce qu'on appelle le Centre de formation des apprentis dit CFA, nous avons demandé aux apprentis de ne plus venir sur ce site conformément aux directives qui nous ont été adressées à la fois par notre ministère de tutelle mais par CMA France. Donc depuis la semaine dernière et nous allons probablement avant la fin de la journée prendre la décision de fermer au public à la fois l'antenne de Saint-Laurent et la maison des entreprises, l'accueil public qui est prévu à la maison des entreprises à Cayenne. Alors qu'en sera-t-il du personnel même de la Chambre de métier? Sont-ils confinés chez eux ou ont-ils accès à leur bureau? Conformément à ce qui est prévu donc dans les différentes circulaires et arrêtés et dispositions, à la fois arrêtés par le Premier ministre et également le ministre des Finances, mais aussi par la préfecture avec qui nous travaillons vraiment en synergie, nous avons privilégié depuis le 6 mars, pour être tout à fait clair, sur le CFA, les enseignements à distanciation, les dispensations d'enseignement, dématérialisés ont été privilégiés depuis le 6 mars. Donc, il y a des process techniques qui ont été mis en place pour que les professeurs puissent adresser les cours sous format PDF à l'ensemble des apprentis. Donc, depuis le 6 mars, au fur et à mesure, nous sommes passés en mode de dispensation numérique et dématérialisation des cours. Désormais, c'est la règle numéro 1. Ce qui implique pour les professeurs, d'abord, d'être au niveau du CFA aujourd'hui, pour que la mise en place technique de l'ensemble de ce dispositif soit totalement calée avant demain matin. Donc les enseignants, donc les enseignants, les professeurs ou enseignants au CFA seront sur site aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils sont... Aujourd'hui, ils sont sur site. Ils terminent donc les derniers réglages techniques pour que le télétravail puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous avons préparé plusieurs dispositifs de dématérialisation car nous avons la chance d'avoir également des outils qui étaient déjà utilisés, qui s'appelle Ipareo, c'est un logiciel qui permet d'ores et déjà de pouvoir faire de l'exercice de travail à distance. Donc nous finalisons les opérations, ce qui fait qu'ensuite les professeurs seront à leur domicile en télétravail avec des outils qui sont maintenant bien expertisés. Par ailleurs, des groupes WhatsApp ont été créés pour chaque diplôme, chaque filière, par les professeurs référents et leurs apprentis. Ces groupes WhatsApp fonctionnent parfaitement et depuis donc une semaine, les professeurs échangent avec les apprentis de façon à ce que toutes les questions pédagogiques trouvent des réponses dans les meilleurs délais. Luc, on rappelle... Madame Val, Luc, on rappelle qu'on est en direct et donc vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions vis-à-vis de Madame Val, par rapport à la Chambre des métiers. Le numéro, c'est le 05 94 36 3000. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également poser vos questions sur Facebook, puisqu'on est en direct sur Facebook Live. Donc, c'est interactif. N'hésitez pas. Oui, Madame Val, oui. Donc, on comprend bien que le dispositif pédagogique est en place. Donc, il ne devrait pas affecter les épreuves à venir pour ces apprentis. Alors, normalement, au niveau pédagogique, il n'y a pas de difficulté. Nous avons également, comme vous le savez, recommandé, tant qu'il est possible de le faire, pour les apprentis qui sont sur des entreprises dont l'ouverture est maintenue suite à l'arrêté du 14 mars et l'arrêté du 15 mars du Premier ministre. Nous leur avons bien sûr l'avons recommandé aux maîtres d'apprentissage que nous avons contactés, de pouvoir leur permettre aux apprentis de travailler dans leur entreprise où ils sont accueillis. Donc normalement, aujourd'hui, le CFA, au fur et à mesure, répond à toutes les exigences prévues par le ministère de l'Emploi et du Travail, le ministère des Finances et le préfet, bien entendu, de région. Concernant la Chambre des métiers, c'est-à-dire, l'aspect direction des services, bien sûr le centre de formalité des entreprises et également le service économique, nous allons mettre en place un numéro vert. Les agents vont continuer à travailler, soit en télétravail, soit sur site en mode dégradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'accueille plus le public, il faut pouvoir apporter une vraie réponse à l'ensemble des artisans qui sont concernés par ce dispositif de soutien économique, parce que la Chambre des métiers reste et restera le pivot et le pilier pour que l'ensemble des artisans puissent bénéficier de ces aides qui sont conséquentes. Donc, un numéro vert sera communiqué dans la journée.
D'accord. Alexandra Val, vous connaissez parfaitement la situation des artisans. Leur grande difficulté, c'est, hormis le manque, le manque de trésorerie ou les réserves relativement limitées, une baisse d'activité se répercute immédiatement et ils n'ont pas nécessairement la surface financière pour y répondre ou pour modérer les effets de la crise. Alors, vous avez été en contact avec Bercy ce matin, si j'ai bien compris. Quelles sont les mesures directes et immédiates sur lesquelles les artisans peuvent compter pour compenser les premiers effets de la crise? Donc, nous avons été en contact exactement avec FEMA France, qui elle-même est en contact avec les équipes de Bercy. Alors, actuellement, les mesures de soutien immédiat aux entreprises sont les suivantes. Et elles répondent en grande partie aux préoccupations des entreprises artisanales. D'abord, des délais de paiement et d'échéances sociales qui sont suspendus et revus dans le temps. Dans les situations les plus difficiles, nous avions demandé, et ça a été validé, la remise d'impôts directs. Parce que, effectivement, dans le cadre d'un examen individualisé que nous ferons avec les artisans, nous pourrons donc nous adresser au service des finances publiques pour que cette remise d'impôts directs soit effective. Il est prévu également un échelonnement des échéances bancaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'artisans ont des prêts en cours. Nous savons très bien que ces échéances sont lourdes. Et nous avons donc, par le biais des syndicats sociaux professionnels, mais pas seulement, par le biais des chambres des métiers qui avaient fait une demande, notamment celle d'outre-mer, que les échéances bancaires puissent être suspendues sur 6 mois. Donc, a priori, cette annonce serait confirmée dans quelques heures, puisque c'est une négociation entre FEMA France et, bien entendu, les services de Bercy qui devraient autoriser cette mesure très exceptionnelle et vraiment pour les artisans. Par ailleurs, la BPI France pourra garantir des lignes de trésorerie. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, les problématiques majeures rencontrées, mais depuis des années, c'est des insuffisances de trésorerie, des problématiques de trésorerie. Donc, ces lignes de trésorerie bancaire pourront permettre aux entreprises de pouvoir faire face pendant cette période épidémique dont on ne connaît pas la durée, de pouvoir faire face aux échéances auxquelles elles sont confrontées. Nous avons également, et ça c'est une demande qui est récurrente, un dispositif de chômage partiel simplifié mais surtout renforcé. Alors simplifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage partiel, toutes les procédures seront facilitées, donc raccourcies, pour que toutes les entreprises artisanales et les artisans qui en feront la demande, ils pourront se rapprocher de nous une fois que le numéro vert sera communiqué dans la journée. Nous faciliterons les choses pour que l'ancienne direction du travail, puisse donc être très réactive et leur faire droit au chômage partiel qui sera mis en place. Madame Val, excusez-moi, on doit quand même revenir sur un ou deux éléments pour bien comprendre. S'agissant des négociations entre la banque, donc le secteur bancaire et Bercy, et CMA et Bercy, est-ce que cette procédure sera automatique ou les artisans peuvent-ils avoir, en Guyane ou dans les départements concernés, une démarche collective, ou est-ce que c'est la Chambre des métiers, qui apparemment est le chef de file dans cette opération, qui prendra en charge cette procédure? Alors, pour le moment, ce n'est pas défini nettement, si ce n'est qu'il est prévu que la Banque de France, qui est donc la médiation du crédit, c'est l'autorité de médiation du crédit, puisse négocier avec les banques locales, donc c'est rééchelonnement de crédit bancaire. Ce que nous allons proposer, puisque nous rencontrons bientôt, comme vous le savez, à 17h, l'autorité préfectorale, c'est que la Chambre des métiers puisse être le premier contact de l'artisan qui en fera la demande et nous redirigerons vers la procédure qui sera arrêtée là dans les heures qui suivent auprès des banques locales. Nous pensons en tant que chambre consulaire, en tant que chambre des métiers, que notre rôle, c'est vraiment d'être un prestataire de service public au service de l'artisan pour lui faciliter les procédures et pour que nous puissions l'accompagner dans le soutien de sa démarche. Alors, autre aspect de la question, et c'est maintenant qu'elle est posée, je pense notamment au blocage de 2008.
il y a eu un problème qui était lié notamment à la situation sociale et fiscale des entreprises. Bon nombre d'entreprises n'ont pas pu réaliser leur dossier, par exemple sur le chômage partiel, parce qu'elles n'étaient pas à jour de l'obligation fiscale et sociale. Est-ce que cet aspect de la question est intégré dans la réflexion générale et dans le dispositif, ou là va-t-il y avoir des mesures particulières ? Alors, c'est une question qui aujourd'hui n'est pas réglée. C'est une question que nous évoquerons avec l'ensemble des administrations et des services d'État, avec la préfecture notamment. C'est une question qui se pose et qui reste entièrement ouverte. Lorsque nous aurons des avancées concrètes sur ce questionnement que nous connaissons parfaitement, nous reviendrons par l'intermédiaire de nos plateformes de communication pour apporter des réponses à tous les artisans. Il faut que vous sachiez, je pense que tout le monde en est conscient, c'est que la situation et les mesures dont je vous parle évoluent d'heure en heure et s'enrichissent d'heure en heure. Le Premier ministre a pris 2 arrêtés, le 14 et le 15. Le 15 qui complète effectivement le monde économique qui reste ouvert et accessible pour le moment. Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons encore avoir des réponses plus précises dans les territoires d'outre-mer en particulier à des questionnements qui restent encore en suspens. Alors, je me fais l'avocat de certains chefs d'entreprise, certains artisans ici, qui, au fond, demandent au gouvernement d'aller plus loin. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'en définitive, que leur manque à gagner soit compensé, autrement dit, qu'il y ait des mesures de rattrapage sur l'évaluation des préjudices. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure envisagée par le gouvernement ou pas ? Je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur cette question, mais je rappelle à l'ensemble des artisans qui nous écoutent que la chambre consulaire que nous sommes défend leurs intérêts. Ça veut dire que c'est à eux, et nous allons d'ailleurs prendre leurs tâches, nous allons les appeler, et nous allons donc, là nous avons déjà contacté les socioprofessionnels pour organiser une réunion téléphonique à ce sujet. Il faut savoir que l'ensemble des demandes qu'ils peuvent avoir, il faut nous les faire remonter parce que nous sommes leurs interlocuteurs privilégiés pour ensuite s'adresser au ministre des Finances pour faire remonter via le service de la préfecture l'ensemble des questionnements qui restent encore et qui demeurent. Alors, les problématiques restent, ou les problèmes restent les mêmes pour l'ensemble des artisans. Cela dit, il y a une topographie particulière. On a la région du littoral et nous avons également les communes qui se trouvent sous les fleuves. Pensez-vous que la situation soit analogue sur l'ensemble du territoire ou qu'il faille considérer des cas particuliers ? Alors, nous avons des cas très particuliers et le territoire économique et les bassins économiques ne se ressemblent pas. Il est évident que sur l'Ouest, par exemple, nous avons des situations artisanales bien différentes de celles que nous connaissons sur le littoral. Et c'est pour cette raison que les conseillers en développement économique et services économiques que nous avons aujourd'hui, répondront de façon appropriée en fonction des besoins et des attentes des uns et des autres. C'est pour ça qu'on va contacter de façon téléphonique les artisans dans les territoires pour connaître et pour recenser leurs attentes. C'est-à-dire que nous avons besoin que le terrain nous fasse remonter ce qu'ils attendent aujourd'hui précisément, à la fois de nous-mêmes, mais également des missions des services publics qui sont tous, je peux vous le dire, puisque nous avons des contacts avec la préfecture quasi quotidiens, qui sont tous mobilisés pour que le secteur économique passe cette crise dans des conditions, j'allais dire, acceptables. Alexandre Abal, c'est une question qui peut paraître un peu anodine ou béotienne, mais y a-t-il des artisans qui soient touchés ou concernés par le coronavirus ? Alors nous avons des secteurs artisanaux qui sont touchés, notamment tous ceux qui donc accueillent du public. Comme vous le savez, l'arrêté du 14 mars 2020 a listé a mentionné très clairement qu'il fallait éviter le contact entre personnes. Donc partout où il y a des boutiques, partout où il y a donc un public qui était accueilli, aujourd'hui il est clair que ce n'est plus possible. Alors nous avons demandé, vous avez vu que l'arrêté du 15 mars pris par le Premier ministre, nous avions demandé une précision. La ministre de l'Outre-mer également l'avait indiqué.
de façon à préciser les secteurs concernés de façon plus claire. Donc cet arrêté a été publié. Nous sommes en train de l'étudier pour pouvoir communiquer auprès de nos entreprises artisanales. Ce qui est possible, c'est qu'il ne l'est pas. Oui, c'est ça, parce que finalement, tous les métiers comme coiffeur, comme masseur ou kiné, tous ces métiers-là, est-ce qu'ils peuvent exercer ? Parce que forcément, il y a moins d'un mètre vis-à-vis du client et voire il y a du contact. Voilà. Comment ça se passe ? Voilà, tous ces métiers. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Tous ces métiers où le contact et où la distance ne peut pas être respectée et qui reçoivent du public en nombre, on le sait, ne peuvent pas aujourd'hui continuer leur activité comme ce l'était auparavant. Par conséquent, c'est là où le rôle de la Chambre et le président Roberto Osseux nous l'a rappelé encore hier et samedi. Le rôle de la Chambre est primordial pour ces artisans-là qui sont vraiment impactés directement par les mesures gouvernementales de réduction d'activité par l'accueil du public. Donc normalement, concrètement, tous les salons de coiffure devraient être fermés à l'heure actuelle ? Alors, tel que c'est prévu dans les textes, en effet, vous l'avez lu, je suppose que vous avez d'ores et déjà lu la réglementation. Tout à fait, mais justement pour voir comment c'est concret, parce que la question là aujourd'hui, c'est de voir véritablement comment rendre concrètes toutes ces annonces et tous ces dispositifs, comment ça touche le concret des Guyanais. Dans le courant de la journée du 16 mars, la fermeture, et d'ailleurs c'est depuis le samedi 14, la fermeture des établissements doit être effective. Voilà. Après, vous avez donc l'arrêté du 15 mars qui vous détermine un certain nombre, de catégories, d'accord, qui donc peuvent, sous condition, maintenir une activité, mais sous condition. Mais en tout état de cause, tous les établissements et toutes les activités économiques où il y avait donc un accueil du public ouvert doivent, jusqu'au 15 avril 2020, maintenir une fermeture. Voilà, ça c'est le texte, c'est l'article 1. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les informations détaillées, donc coiffeur, les activités dont vous parlez, nous allons nous adresser avant la fin de la journée une communication très précise pour tous ces secteurs d'activité, de façon à ce que chacun sache quelle conduite à tenir. Ensuite, nous allons leur proposer un accompagnement qui sera donc individualisé et à la carte par le biais d'une plateforme téléphonique et ensuite une plateforme numérique. On va mettre en place nos agents qui vont répondre par écrit à l'ensemble des questions et vont accompagner les artisans pour toutes les démarches qu'ils auront à faire. Alexandra. Il est évident. Alexandra Val. Oui, mais allez-y, faites. Il est évident que d'ici la fin de la journée, avec les autres annonces du président de la République, nous aurons d'autres arrêtés qui vont préciser davantage encore quelles mesures le gouvernement souhaite mettre en place sur nos territoires. Bien, on a bien vu que la situation évoluera d'heure en heure. Mais une question de fond quand même. Est-ce que la Chambre de métiers de la Guyane dispose des effectifs nécessaires, lesquels sont d'ailleurs contraints et probablement confinés, pour répondre à l'ensemble des questions des artisans ou à leurs démarches? Parce que, si mes souvenirs sont exacts, ils sont un peu plus de 6000 enregistrés au registre des métiers. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un problème d'engorgement à envisager? Nous en sommes conscients. Nous sommes une petite structure. Nous avons donc demandé à l'ensemble du personnel administratif du CFA, du Centre de formation des apprentis, de rejoindre les effectifs qui sont aujourd'hui dédiés à l'accueil des entreprises au niveau de la maison des entreprises. Ça veut dire que nous avons doublé sur le papier nos effectifs. Et ça veut dire que ces effectifs, qui ne sont pas nombreux, je rappelle juste que nous sommes à peine une vingtaine aujourd'hui en termes administratifs, à pouvoir prendre en charge l'ensemble des réponses qui devront être apportées au monde économique artisanal. Ce que nous avons décidé de faire, c'est que on va travailler surtout en back-office. Ça veut dire qu'une fois que nous avons un contact téléphonique avec un artisan avec une demande, il y a une deuxième équipe qui, en back-office, par rotation, va pouvoir répondre concrètement par écrit à sa demande et l'accompagner à distance.
Et nous allons également faire le lien avec l'ensemble des services de l'État. Des adresses mail génériques sont en construction. Et nous avons par ailleurs, par le télétravail, et c'est une chance, d'autres relais. C'est-à-dire que si nous avons effectivement 20 administratifs qui vont être, j'allais dire, en première ligne. Mais nous avons également les professeurs avec qui nous avons rencontré ce matin, pour une grande partie, à qui nous avons dit que si nous avons besoin des enseignants, des formateurs pour venir renforcer les administratifs, nous ferons appel à leurs compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la Chambre est mobilisée. Même si nous sommes en petite quantité, nous allons essayer d'être réactifs, performants et d'être pointus. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait les besoins du terrain, les attentes du terrain, pour davantage cibler nos réponses et ne pas nous tromper, ne pas perdre de temps. Ça, c'est aussi façon d'appréhender la question de façon précise pour ne pas perdre, j'allais dire, l'artisan dans un méandre de démarche. Et puis, je pense que s'il y a engorgement, nous essaierons en tout cas, avec notre plateforme CMA France, parce que CMA France va désormais fonctionner en fonction support. Qu'est-ce que ça veut dire? CMA France va en temps réel, en vraiment mobilisant toutes les forces de CMA France, donc c'est quand même une grosse maison. Ils vont donc en temps réel nous apporter un soutien direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des questions juridiques plus pointues, sur des questions techniques plus pointues, nous bénéficierons d'un back-office déporté sur la région parisienne. Madame Valls, vous disiez tout à l'heure qu'un numéro vert sera mis en place. Est-ce que c'est un numéro vert en Guyane, qui aboutira en Guyane, ou est-ce que c'est un numéro vert qui aboutira dans l'Hexagone? Non, c'est un numéro vert en Guyane. En Guyane, d'accord. Parce que ma question derrière cela, c'était par rapport à la diversité des populations que l'on peut avoir en Guyane et par rapport aux langues et la facilité de pouvoir communiquer avec les artisans de Guyane. Exactement, vous avez répondu à notre préoccupation. C'est la première des choses que nous avons décidé, c'est que bien sûr le numéro vert sera dirigé sur des numéros locaux avec des agents qui sont en Guyane. Alexandra Val, cette situation est appelée à durer. Alors nous sommes dans une période expérimentale. Il me semble que le préfet a déclaré la semaine dernière, il l'a confirmé ce week-end, que ces mesures vaudront au moins jusqu'à vendredi prochain. Ça, on peut concevoir, de même que on note avec beaucoup d'intérêt la réaction de la Chambre de métiers, donc des organisations socio-professionnelles. Mais que se passera-t-il? Ou a-t-on une idée? Peut-on imaginer des scénarios au-delà de cette semaine-ci? Ça veut dire que la crise entrerait dans un creux beaucoup plus important, et dans ce cas-là, l'économie en souffrirait davantage. Et y a-t-il un scénario? Êtes-vous en mesure d'envisager un scénario de moyen terme? Alors aujourd'hui, nous y réfléchissons, mais vous comprenez bien qu'on peut pas, à ce moment-là, on peut pas y réfléchir seul. C'est-à-dire que c'est une question qui sera notamment posée par le président Roberto Osseux au service de la préfecture. La Chambre des métiers, c'est, j'allais dire, une partie de la chaîne. Donc, si nous devons nous inscrire dans un délai beaucoup plus long, les différents scénarios que nous avons, sur lesquels nous travaillons, ça doit être des scénarios qui vont s'inscrire dans un scénario plus général, conduit par l'État. Nous sommes conscients que ce que nous faisons aujourd'hui peut perdurer plus longtemps. Nous sommes conscients aussi, et tout à fait lucides, que à un moment donné, nous devrons, et c'est ce que nous allons faire, nous devrons davantage travailler sur des questions plus précises et plus pointues en fonction de l'évolution de la situation. Ça veut dire aussi que nous travaillons en partenariat. Tout seul, on ne pourra rien faire. Comme je dis souvent, on pourra répondre, bien entendu, comme je l'ai dit, de façon efficace à des questions techniques pour les artisans et les accompagner. Mais si ça doit se prolonger, ça devient plus ample, les partenariats avec l'ensemble des services de l'État, les partenariats avec l'ensemble des socioprofessionnels et des syndicats professionnels seront nécessaires pour que nous puissions durer dans le temps. Ça veut dire qu'on devra ensemble imaginer un mode de fonctionnement avec d'autres personnes
qui vont apporter des ressources complémentaires et des réflexions complémentaires pour être très pertinents dans nos réponses. On pouvait s'imaginer, Madame Val, que vous auriez eu des contacts avec les autres chambres consulaires, telles que la chambre de métier, la chambre d'agriculture ou la chambre de commerce. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est encore à l'état de projet? Alors, c'est en cours. Nous avons bien entendu depuis la semaine dernière, que ça soit au niveau du CFA ou de la maison des entreprises, nous avons bien entendu des contacts avec la chambre de commerce qui eux-mêmes organisent des choses. Voilà, je pense que aujourd'hui nous avons été également avec les arrêtés du 14, des annonces du 14 mars et du 15 mars, nous sommes tous en train de travailler pour que toutes nos équipes puissent converger vers une même efficacité d'action. Donc oui, les choses sont en cours. Elles doivent bien entendu au fil de l'eau, j'allais dire au fil des semaines, être davantage plus performantes. Et les partenariats de notre point de vue et du point de vue du président Osseux et de son équipe sont indispensables pour que cette crise puisse être gérée de façon intelligente et de façon pertinente dans l'intérêt du monde économique. Alors, il y a des secteurs qui sont moins touchés que d'autres, et on peut supposer que l'activité, si elle ralentit, ne va pas cesser totalement, et je pense notamment au secteur du bâtiment, du bâtiment et travaux publics. Alors, peut-on imaginer qu'une entreprise puisse aujourd'hui, par exemple, s'approvisionner en matériaux dans certains établissements qui livrent du matériel de chantier, par exemple? Est-ce que c'est... Alors, bien sûr, on imagine qu'il faut limiter les déplacements de population, mais est-ce que là, on peut envisager une activité contrôlée, mais au ralenti? Oui, c'est ça. Ça, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Donc effectivement, il y aura une activité contrôlée pour que les entreprises et les artisans puissent obtenir les marchandises, bien sûr sur présentation d'une carte professionnelle, mais dans des conditions qui seront très formalisées, très encadrées par les pouvoirs publics, puisque je rappelle tout de même que et le président Osseux l'a rappelé également, nous avons deux priorités et nous avons tous deux priorités. D'abord la préservation de la santé et ensuite la préservation et la sauvegarde des activités économiques. Mais n'oublions pas que la préservation de la santé est la garante de la préservation de nos économies. Ça veut dire que oui, ce secteur-là pourra fonctionner, mais de façon très encadrée par les pouvoirs publics. Alors justement, par rapport à la même question, dans le cas des secteurs où on a dit, par exemple, ils doivent fermer à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous savez s'il y a parce qu'au-delà de leur intérêt propre, en particulier pour leur propre santé, et puis au-delà de l'intérêt de l'action civique qu'ils ont à faire à ne pas propager ou à ne pas être un facteur de propagation du virus, est-ce que, par exemple, il y aura des pénalités ou il y aura des contraintes pour obliger un certain nombre de secteurs à fermer? Alors, je n'en ai absolument pas une seule idée et j'ai pas d'informations là-dessus. Il me semble que c'est les pouvoirs publics en charge de l'autorité publique qui pourraient répondre à cette question, mais nous n'avons pas de réponse. Alors, une autre question, Madame Val. À propos des relations avec les organisations syndicales, vous avez noté que le personnel, que certaines personnes dans les entreprises envisagent ou le font déjà les positions de retrait. Alors, y a-t-il une position de la Chambre des métiers sur cette question-là? Et si oui, avez-vous engagé des pourparlers avec les organisations syndicales afin d'harmoniser autant que faire se peut les positions sur la garantie du personnel? Alors, nous avons, pour notre part, engagé des relations avec les socioprofessionnels, les organisations patronales. Là, des organisations syndicales, salariales. Donc là, nous n'avons pas engagé de négociation quelconque parce que, en tout cas, je vous parle de ce que nous vivons aujourd'hui à la Chambre des métiers. Le personnel aujourd'hui
bénéficient depuis début février d'un accompagnement et nous avons rappelé de façon presque quotidienne les gestes d'hygiène et de prévention pour que la santé, parce que la priorité des priorités, je le rappelle, c'est la santé des agents et des salariés. Sur le droit de retrait, il y a eu une réponse écrite la matière du Premier ministre et également d'une autre ministre qui disait que le droit de retrait en l'état était compliqué à gérer et qu'il y avait du cas par cas. Ce que nous pouvons dire à la Chambre des métiers, c'est que nous savons que la situation n'est pas simple dans les entreprises et que donc ça nécessite au niveau de l'employeur devoir d'apporter de prendre toutes les actions pour protéger la santé des salariés. Ça, c'est un point qui n'est pas négociable. À partir de là, en fonction des directives gouvernementales, on adapte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a, comme c'est déjà le cas, fermeture au public, on ferme au public pour ne pas exposer les salariés parce que c'est comme ça et que ça répond à une obligation légale. Je prenais l'exemple, si vous le permettez, je prenais l'exemple d'une entreprise de transport de passagers. Le chef d'entreprise et le salarié qui conduit le bus décident de poursuivre l'activité. Si le salarié n'exerce pas son droit de retrait, bon, tout va bien, mais s'il le fait, qui est en mesure d'imposer sa volonté à l'autre? Alors, je rappelle que, comme vous le savez, l'ensemble du dialogue social, c'est d'abord une affaire entre un employeur et des salariés. Donc, c'est au chef d'entreprise artisanale de discuter, d'engager une discussion avec les salariés et de comprendre le motif du droit de retrait. Et à partir de là, c'est dans la négociation et c'est au sein de l'entreprise que les réponses seront apportées. Ensuite, comme vous le savez, en Guyane et comme ailleurs, il y a une direction qui est en charge du travail et qui répondra et qui a déjà en ligne apporté un certain nombre de réponses concrètes aux chefs d'entreprise. Je rappelle toujours que le dialogue social, c'est d'abord dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, et que le devoir du chef d'entreprise, c'est de pouvoir, avec chaque salarié, avoir un discours transparent, de comprendre des faits et d'apporter une réponse de première intention. Alexandra Val, si on élargit un peu la perspective, nous sommes dans une crise aujourd'hui qui sévit sur l'ensemble de la planète, ce qui signifie que, au-delà de la crise dure et chaude que l'on va affronter dans les semaines qui viennent, il y en aura une autre. Et je pense notamment à la dépendance de la Guyane vis-à-vis de l'extérieur. On peut imaginer des ruptures d'approvisionnement. On peut imaginer un certain nombre de carences dans la livraison des matériels ou des différents produits. Alors là aussi, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation? Est-ce qu'on a déjà envisagé la possibilité de ces ruptures et la façon d'anticiper? Alors donc c'est ce que nous sommes en train c'est des questions que nous verrons parce que nous avons une réunion demain avec les socioprofessionnels et les syndicats professionnels et nous avons donc engagé, comme je vous le disais, donc des remontées du terrain. C'est une question essentielle. Il faut qu'on mesure aujourd'hui ces impacts. Si effectivement il y a moins d'approvisionnement, mais a priori c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. En tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui d'informations précises pour dire qu'il n'y aura plus d'approvisionnement de la Guyane. Mais cela étant, puisqu'on fait de la projection, il est important en effet que les socioprofessionnels et l'ensemble de l'enquête terrain que nous menons puissent nous apporter des réponses précises en la matière pour que de toute façon nous puissions, comme je le répète, travailler en synergie avec les services de l'État et leur apporter les informations les plus fiables pour qu'ensuite eux puissent prendre des mesures. Alexandra Val, je vous remercie. Vous avez été très complète et disponible, et pour ceci et pour l'ensemble des artisans, merci à vous et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.
Donc Luc, on rappelle que on va essayer tout au long de la semaine d'offrir cette fenêtre de discussion avec le monde économique et puis les auditeurs, ou les chefs d'entreprise, les salariés, par rapport à toutes ces préoccupations qui pourront se faire jour dans les prochains jours. Oui, alors comme vous l'avez observé, l'émission, la première, a commencé tardivement parce que le dispositif a été perturbé en raison même des mesures qui ont été prises par le gouvernement, et on peut s'attendre effectivement à une évolution et à des perturbations comme ça au fil de l'eau. On va tenter de tenir ce rendez-vous à midi, et demain nous ouvrirons l'antenne à midi. C'est aussi notre devoir d'anticiper, d'être à l'heure au rendez-vous. Donc demain, nous ne connaissons pas encore l'identité du prochain invité, mais il y aura quelqu'un, et on essaiera d'aborder d'autres angles de cette fameuse crise du coronavirus. Merci. Donc à demain. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain.